L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui j'ai une vidéo différente à vous proposer. Comme vous l'avez remarqué, je suis pas tout seul puis je suis même pas chez nous. J'ai décidé d'avoir une petite discussion avec Mr. Cuddington. Donc premièrement, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus, c'est qu'on regarde souvent les designers des jeux, c'est quelque chose qui va nous accrocher. Exemple, un jeu de Uwe Rosenberg, souvent, moi, je vais être vraiment intéressé ou quelque chose comme ça. Mais de plus en plus, on commence à mettre l'emphase aussi sur les artistes. Donc souvent, si le jeu a une belle présentation, que ce soit par la boîte ou le plateau de jeu ou les composantes, mais il y a des gens qui travaillent à ça. Et souvent, quand on va reconnaître certains artistes, bon, exemple, Vincent Dutrec, que j'apprécie beaucoup, ou encore de Miko, qu'on commence à voir à peu près partout. D'ailleurs, fait les Raiders of the North Sea, la saga de la mer du Nord, puis un paquet de jeux comme ça. Il y a un style très, très distinct. Ben, un des artistes que je m'intéresse beaucoup, c'est Mr. Cuddington, justement parce que j'adore ce qu'ils font comme design graphique. Ça a commencé, j'ai remarqué avec Santorini, qui a été un des jeux que j'ai le plus joué dans ma collection, et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc aujourd'hui, je veux vous présenter Mr. Cuddington, et en fait, qui se cache derrière Mr. Cuddington? Lina Cossette et David Forêt. Donc bonjour, merci beaucoup d'être avec moi. Merci beaucoup. Donc, comme je dis, ça ne sera pas très formel. En fait, c'est plus une discussion que je vais avoir qu'une entrevue. Fait que là, on va commencer avec les questions classiques. D'où c'est que ça vient, Mr. Cuddington? Et quel est votre cheminement qui vous a amené à décider de vous lancer dans cette belle aventure? Ouais, ben dans le fond, au début, quand on a commencé à sortir ensemble, on voulait faire un projet qu'on pourrait travailler un peu ensemble de soir après le travail, parce que dans le fond, on travaillait en animation. David faisait son film, il a travaillé en animation chez Ubisoft, puis moi je faisais l'illustration, de l'animation pour des jeux téléphone. Puis le soir, on voulait faire de quoi ensemble, avec nos ordinateurs côte à côte. Puis là, tranquillement, pas vite, on s'intéressait toutes les deux aux jeux de société. Fait qu'on s'est dit, ben ça c'est des projets un peu plus d'une grandeur qui se fait bien à deux versus un jeu vidéo, mettons. Fait que là, on s'est mis à faire des dessins ensemble, un portfolio, puis tranquillement, pas vite, Tu sais, il faut dire en fait que moi, à la base, j'étais même plus un animateur 3D. Tu sais, c'est ça que j'ai étudié, puis c'est là-dedans que j'ai travaillé pendant plusieurs années, puis j'avais toujours adoré dessiner dans mon temps libre, puis je me souvenais que je dessinais énormément quand j'étais jeune aussi. Puis là, quand j'ai rencontré Lina, qui elle était plus une illustratrice, ça m'a redonné le goût d'en faire, puis ça c'est devenu des projets personnel qu'on faisait ensemble le soir, puis éventuellement on s'est dit hey, ça serait le fun de pouvoir faire des contrats de chez nous des fois tranquillement, fait qu'on a commencé à monter un petit portfolio, puis on faisait comme des exemples de cartes ou de covers ou des de faux jeux, pas des littéralement. jeux qui existaient pas vrai, puis on s'est dit ben, regarde, si on a ça, on va peut-être pas envoyer ça à plein de publishers, puis ouais, ça va peut-être mordre, en tout cas. Puis en fait, le nom Mr. Cuddington, tu sais, les gens peut-être peuvent se demander pourquoi on a choisi ça. C'est juste parce qu'on se disait, on veut vraiment travailler les deux ensemble, toujours les deux ensemble, puis avoir une certaine signature. Puis que ça soit un peu indissociable, qu'on puisse pas dire, ah, ça c'est le projet sur lequel Lina a travaillé, celui-là c'est David, on voulait comme être une entité. Puis genre studio Forêt Cossette, ça nous semblait un peu plate. Fait qu'on s'est dit, ah tiens, on va jouer de la petite carte mystérieuse Monsieur Cuddington, puis il y a une espèce de figure avec un grand manteau, puis finalement on révèle que c'est nous deux, un par-dessus l'autre sur nos épaules, comme des petits enfants. Ça j'avais beaucoup aimé ça, je me rappelle la première fois que j'ai vu, que je m'étais intéressé aux artistes, j'ai regardé Mr. Cuddington, puis là ça dit qui se cache derrière ce mystérieux Mr. Cuddington, je comprends, je suis intéressé. Faut dire aussi, on partait de rien, on se disait, qu'est-ce qu'on a à perdre, les gens vont être intrigués au pire. Là, non mais ça a fonctionné. Ouais. Fait que là, entre le moment où que c'est devenu un hobby, de dire bon, on fait des affaires, préparer un portfolio, puis que c'est devenu, écoute, Mr. Cuddington est devenu votre gagne-pain. Ouais. Je pense qu'on a commencé par envoyer notre portfolio à des compagnies qu'on trouvait les jeux beaux. Ouais. Puis après ça, un peu plus tard, dans le fond, on a reçu quelques emails de « On a bien reçu, merci de votre temps. » Puis après ça, on a envoyé aussi sur BGG, on a fait un thread pour parler du fait qu'on était à la recherche. Freelance, c'est ça, ouais. Le soir, la fin de semaine. Fait qu'on avait fait ça, puis là, on avait été contacté par quelques personnes, dont Gavan. Fait que dans le fond, c'est Gavin Brown de Roxley Games, ouais. C'était vraiment un moment. Lina est enceinte, on était en appartement à Montréal. Je venais juste de finir un court-métrage que j'avais travaillé, tu sais, comme pris du temps en sabbatique pour faire ça. On se disait, c'est comme le moment idéal pour tenter notre chance. Avant le bébé, puis avant que je me reprenne un nouveau travail. Fait que là, on a passé sur BGG, puis ça a juste bien tombé. Mon film, c'est terminé, Le Gouffre.
Je sais pas si... Si- Plug, shameless plug. Jamais il veut que je mette une note dans les descriptions, là, vous allez pouvoir regarder en bas. Là. Je vais pouvoir mettre un lien ou quelque chose, une référence. C'est ça. Je venais de tourner mon film, puis sur BGG qui nous contacte, Gavin Brown de Roxley Games, qui commençait, il avait même pas sorti un jeu encore. Il disait j'adore votre travail, j'aimerais travailler avec vous autres. Puis c'est là que c'était pratiquement notre premier contrat. Là. Fait que le premier projet c'était Steampunk Rally? Ouais. Ok, parfait. Puis, ça nous a pas mal donné la confiance. T'sais, dès que le Kickstarter était fait, ça nous a pas mal donné la confiance que... De faire le grand saut dans le fond, parce que rendu là, moi j'avais eu le bébé, mais j'étais en congé maternité, puis là c'était à se demander, tu sais, est-ce que je retourne au travail ou pas. Puis, mais en fait, il y a eu en même temps qu'on a fait Steampunk Rally, il y avait eu de l'Ange, une couple d'autres qui étaient comme simultanés, qu'on travaillait en même temps. Toujours à travers BGG, là, au début c'était vraiment des particuliers qui nous contactaient avec souvent des game designers avec leur prototype au lieu d'être, mettons, un publisher qui nous contacte. Il y avait beaucoup de gens qui nous contactent avec leur petit bébé jeu, qui veulent avoir des plus belles illustrations. Comme, ça a commencé comme ça pour Unfair aussi. Il avait été contacté par Joël, puis c'était son petit bébé, puis il n'y avait pas encore de publisher qui allait le publier nécessairement. Puis il a trouvé Good Games plus tard. Ok. Parce que moi, je me rappelle la première fois que je suis tombé sur justement le design graphique, le artwork de Cunnington, c'est justement avec Steampunk Rally, un jeu que moi-même j'ai backé sur Kickstarter. Puis c'est la première fois que j'ai comme, oh, ça a été beau. Puis je pense après ça, moi, ça a été plus Santorini là, qui a été là. Mais dans l'ordre, là, fait que Steampunk Rally, ça a été votre premier gros jeu, premier gros coup, avec justement Roxley Games. Puis après ça, là, ça a débarqué, ça a continué avec Gavin. Ben, on a continué à faire des contrats, tu sais, encore avec des particuliers. On a fait The Great Dinosaur Rush. On a fait un coup de contrat avec It Games. Puis là, après ça, tu sais, oui, c'est pas mal Santorini qui nous a remis sa map vraiment solide, puis qui a fait que... Puis on a travaillé pendant longtemps sur Unfair pendant ce temps-là, parce qu'il y avait comme plus qu'une centaine d'illustrations à faire pour le jeu. Fait on travaillait presque tout le temps en temps partiel sur Unfair toutes ces années-là aussi, parce que c'est pas mal il y avait énormément d'illustrations. Puis Santorini, ben là, ça a fait un gros boom. Santorini est un gros boom. Le Santorini a monté, moi personnellement, c'est un jeu que j'adore. Il a fait mon numéro 1 de mon top des jeux à 2 joueurs. Puis je sais qu'aussi il y a eu un gros buzz que serait sur BGG. Le jeu a monté énormément haut. Le jeu, je pense, c'est dans le top 100 de BGG. J'ai vu ça monter. Puis je me rappelle que la campagne Kickstarter, c'est une des premières campagnes que j'étais excité. Je suivais la campagne. À chaque jour, j'allais voir si on allait débloquer des nouveaux buts. Puis ben, souvent, ils disaient, bon, on va développer un nouveau dieu ou un nouveau personnage. Je veux savoir, est-ce que la plupart de ces illustrations-là étaient prêtes ou il y avait Gavin qui vous disait, OK, ça nous en prend 2 de plus, ça nous en prend 3 de plus pour demain, OK, ça nous en prend 3. On était vraiment pas préparés pour autant de dieux, là. Ça a été finalement un stress quand même. Moi si j'étais excité du bon côté de la campagne en disant, ouh, c'est le fun, ça roule, mais vous autres, de votre côté, ça devait être un pouce, écoute, hey, faut en sortir plus. Ouais, mais c'était le fun, c'était vraiment motivant. C'est juste au milieu de la campagne, l'ordinateur à David a comme explosé. Puis là, on était comme, non! Ouais, on avait peur d'avoir tout perdu. Vous avez fait des sessions en ligne d'ailleurs, je pense que vous avez diffusé en ligne, je l'ai regardé, il y a une coupe pour voir un peu justement. Ouais, durant Santorini, je pense que ouais, c'est pendant Santorini, ouais. Mais j'avais trouvé ça le fun de voir ça, là, en tout cas, un peu. Là. Mais tu sais, à la base, il y avait dans le jeu de base, il y avait 9 codes, je pense. Ouais, mais les jeux de base, ça finit avec une quantité industrielle. Je me rappelle parce que chaque petite illustration, je veux pas, tu sais, oui, ben, la liste des dieux, des pouvoirs était là, fait que oui, ben, c'est certain qu'il y a le design des pouvoirs, mais juste du côté graphique, moi, je me disais, écoute, ça doit tellement être un rush, pas possible de pouvoir tout fournir ça. Ouais. En même temps, c'était plaisant, tu sais, de se faire donner quelque chose à faire, puis 2 jours plus tard, c'était déjà posté sur Internet, tu fais la réaction des gens, tu sais, c'est totalement différent d'attendre 6 mois, 1 an avec le jeu. Ben, c'est ça, la plupart du temps, les gens y attendent, puis là, tu sais, exemple Unfair, il y a pas grand monde, on a peut-être vu des bribes, puis à un moment donné, le jeu sort, là, on peut voir votre travail, mais tandis que Santorini, c'était justement des petites bribes tout le temps, fait que j'ai trouvé ça différent, en tout cas, fait que de votre côté aussi, c'était différent comme campagne. Ah ouais. Ouais, vraiment, c'était comme super plaisant, c'est ce qui nous a donné envie de comme participer à d'autres Kickstarter, puis les Kickstarter de Roxley sont toujours comme vraiment peaufinés, puis... Gavin a l'air très attentionné aux détails, puis il a l'air de quelqu'un d'être très posé. Fait que là, après Santorini, bon, là, ça a été un coup high profile pour vous autres, je pense que ça a été un coup que ça vous peut-être pas nécessairement mis sur la map, là, je dirais pas, là, parce que vous avez déjà des contacts, mais là, ça a commencé à être un peu plus, là, c'est les gens qui vous approchent en gros? Ben, à partir de là, c'est là qu'il y a plus souvent des éditeurs qui nous contactaient, tu sais, mettons,
Jamie Stegmaier, c'est pas mal à cause de Santorini qui nous a vus, parce qu'il y a besoin de personnages pour Charterstone. Parce que j'ai Jamie Stegmaier, encore là, dans l'industrie en tant que tel, c'est quand même une bonne pointure, là, tu sais. Jamie Stegmaier est un gars qui fait beaucoup puis qui s'implique beaucoup aussi. Fait que, tu sais, juste d'avoir de la reconnaissance Il de est ce gars-là, ça arrivé va un moment où on se disait, on est booké, on peut plus accepter personne. Tu sais, à moins, mettons que Jamie le contacterait. qui ne contacte pas 2 semaines plus tard. T'es comme, on est fait, on va travailler. Ouais. Mais Jamie Stegmaier, comme je dis, je veux dire, Stonemaier Games est un studio que moi, personnellement, je respecte beaucoup, que ce soit par la qualité de ses jeux ou par l'implication que le gars a. Le gars donne beaucoup pour les Kickstarter. Je connais beaucoup de projets Kickstarter qui se réfèrent tous à Jamie parce que c'est une pointure dans le domaine. Là, il est omniprésent sur les réseaux sociaux, facile à poser des questions. Il est vraiment tout un le temps gentleman. présent. Tu tags Jamie Stegmaier 3 fois puis il apparaît. Là. Fait que là, Jamie Stegmaier vous a contacté, Charterstone, une autre grosse aventure. C'est ça. À la base, c'était supposé, dans le fond, on voulait 6 personnages pour essayer, pour faire quelque chose pour Charterstone. Finalement, on a fait comme plus, puis c'était vraiment fun. Ouais. Ok. Parce que Charterstone, bon, on reconnaît beaucoup le style Santorini, le style un peu chibi, cartoon looking, quelque chose comme ça. Mais quand on regarde Unfair, ben là, Unfair est un peu plus sérieux. Puis là, aussi, récemment, il y a, on ne le voit pas ici, mais il y a Brass qui vient de sortir. Brass, qui est un jeu économique quand même assez gros, assez lourd. Le design graphique de la première édition était vraiment affreux, on ne se cachera pas. Puis, maintenant, personnellement, j'ai pas le jeu, j'ai pas joué encore, mais on l'a vu sur les réseaux sociaux, ça commence à pousser. Le jeu est beau, le jeu est clean, le jeu est sobre, mais il est tellement beau à voir. Puis de savoir que c'est vous autres, puis comme j'écoute beaucoup de médias ludiques, puis bon, souvent, bon, les noms, ça sort, puis là, puis je trouve ça plate parce que Brass, il donne pas beaucoup de reconnaissance à l'artiste, il dit juste que le jeu est magnifique, mais on fait comme pas se rendre compte que c'est vous autres. Fait que ça doit mettre une corde de plus à votre arc aussi. Ben, nous autres, on a vraiment été contents que Gavin nous fasse confiance pour faire les covers pour Brass, qui était complètement un autre style qu'on n'avait pas fait, puis aussi, quand on lisait sur BGG au début, dans les threads, les gens étaient comme « j'espère qu'ils vont pas prendre les mêmes artistes que pour Steampunk Rally », puis on était comme « est-ce qu'on... » Ouais, c'est ça. Fait qu'on savait qu'on voulait pas décevoir, fait qu'on s'est vraiment donné, puis je pense que ça nous a ça a montré qu'on était capable de faire un grand spectre là, d'illustrations, que ce soit super cartoon ou super réaliste. Parce que c'est ça, là, ça montre un peu que, tu sais, oui, c'est certain que, tu sais, on va regarder, exemple, on en discutait un peu en dehors de la caméra tantôt, on parlait de Miko aussi. Miko, il y a un style particulier quand tu vois des dessins de Miko, Mikhailo Dmitrievski qui s'appelle, mais tu vois que c'est son style à lui, tandis que là, Brass vous sort complètement de votre zone de confort, en tout cas du moins qu'on est habitué. Je pense que là-dessus, il doit y avoir pas d'autres mondes aussi qui ont commencé à allumer avec ça. En ce moment, un jeu qui ressemble un petit peu à Brass en termes de réalisme, c'est Aridia qu'on fait avec Cody Miller, qui a fait Xayah. Xayah, entre autres, oui. Ça c'est peut-être un petit peu plus dans le même style. Plus coloré par contre que Brass. Brass c'est vraiment réaliste et très gritty. Ouais, c'est très gritty, mais encore là, on sent le gritty, on sent le style économique du jeu, là, c'est polluant, c'est comme, c'est bizarre dans le bon sens, là. Ok, fait que là, avec Cody Miller, fait que là, un nouveau projet. Qui continue de grossir, là. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, donc à ce stade-ci, je sais même pas quand il va sortir. Il avait déjà dit qu'il sortirait en septembre en ce moment, je pense que c'est encore repoussé. Un gros jeu qui demande énormément de art, de tout. Parce que ce Cody Miller est un petit Far Off Games, je pense. Oui, c'est Far Off Games. Cody Miller, en tout cas, moi je le connais par justement Xayah. Il a pas fait beaucoup de choses. Il a fait aussi un jeu de surf. Vous avez travaillé dessus, Tavarula. Ouais, c'est ça. Il a fait ça, mais Cody Miller n'a pas beaucoup de projets en tant que tel. C'est un gars qui aime s'impliquer pour ses projets puis pendant longtemps. Je sais que Xayah, pour moi, si vous avez écouté mes tops, là, c'est dans mon top 5. C'est un jeu que j'adore particulièrement. Puis, fait que là, un nouveau projet avec Cody, justement, ça fait plusieurs années que ça roule. Fait que ça avance bon train. Ben lui, ça fait au moins 5 ans qu'il travaille dessus, je pense qu'il nous a dit. Puis nous, ça doit faire 2 ans minimum. Là, on travaille à temps perdu. Là, c'est parce que il veut pas, lui, je pense qu'il travaille tout seul avec. Il aussi non, il est rendu avec un employé. Là, j'ai vu un update. Il travaille avec quelqu'un à faire. Ouais. Mais ils sont comme deux. Puis pendant longtemps, Cody faisait tout. C'était un one-man band. Il faisait toutes les choses lui-même. Fait qu'à chaque fois qu'il faisait une nouvelle campagne de Xayah aussi, ça occupait son temps. Fait qu'il mettait moins de temps sur Aridia. Fait que tout ça fait que c'est vraiment
comme ça prend beaucoup de temps, mais genre le jeu va être vraiment, vraiment génial. J'avoue que je m'y connais pas beaucoup, j'ai vu l'entrée un peu, j'ai vu justement quelques fresques vite sur BGG, mais j'avoue que si c'est un projet de Cody Miller, habituellement, c'est le genre de choses qui m'intéressent, puis si Mr. Cunnington en fait partie aussi, ben c'est encore mieux. Sinon, après ça, je fais juste faire la chronologie un peu de jaser des différents projets. Santorini, ça arrive, là, Brass, ça arrive comme ça. Puis, il y a un drôle de bonhomme qui est arrivé à un moment donné avec Grim Forest. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas James Hudson est vraiment, c'est... Parce que je le connais pas personnellement, enfin, je pense que Lina et David connaissent le gars plus personnellement que moi. Moi, j'ai jasé un peu sur Facebook, mais le gars est très outgoing, très... Il a l'air de prendre la place, mais ça a l'air d'être un gars qui s'implique beaucoup. Moi, je le vois au côté des Kickstarter, le gars est très impliqué. Druid City Games, ils sont un peu partout. Le gars aime ça, être partout, puis il s'implique, il est consultant pour d'autres choses. Puis là, James Hudson. Là, on passe de Gavin Brown, qui est un gars plus tranquille, ça. Ouais. James Hudson, ça prend de la place. Ouais. Grim Forest, c'est arrivé comment, ça? Ben, ça a commencé par Barnyard Roundup. En fait, c'était un jeu vraiment plus petit que lui-même avait designé, puis il nous a demandé des illustrations vraiment cartoon pour faire un jeu qui allait plaire aux familles. Puis, dans le fond, on a commencé à travailler avec lui comme ça. Lui aussi commençait sa compagnie, on a fait son logo de compagnie, on a fait plein de petites affaires pour lui au début sans se douter que ça allait finir par devenir plus gros. Ouais. Fait que c'est ça, on a commencé par Barnyard Roundup, puis en finissant Barnyard, il avait beaucoup aimé travailler avec nous, fait que là, il a dit « J'aimerais ça faire autre chose, j'ai un jeu que je viens de playtester, c'est... Tim Eisner qui l'a fait, j'ai testé avec lui, puis pour vrai, je trouve qu'il est génial, puis il y a des éléments de bluff que lui adore, James Hudson, puis en tout cas, il disait, bon, ben moi, je trouve que c'est un jeu qui pourrait gagner des prix, je le trouve vraiment sympathique, fait que j'aimerais ça, comme qu'on mette les plus belles illustrations qu'on peut là-dessus, fait que là, il nous a... C'était supposé être plus petit au départ, je pense que c'était comme 12 cartes. C'est un peu comme Santorini, tu sais. Finalement, ça commence toujours avec des petits projets, les artistes sont vraiment abusés, hein. Ils se font abuser de tout voir du côté. Tu sais, finalement, je t'avais dit 12, on va en faire 36. On commence à connaître le truc, là, on s'est fait avoir une couple de fois. Mais c'est surtout que c'est quand tu planifies ton année, comme au début tu passes 12 cartes, ben ça va être facile d'en mettre plusieurs, puis à un moment donné tout grossit, puis là c'est juste le temps, c'est pas tant le... C'est le fun d'avoir comme beaucoup de travail à faire sur un projet, puis on aime ça être super impliqué partout, sur la page Kickstarter, sur les vidéos, puis tout ça, mais c'est juste des fois les quantités de travail comme qui explosent, fait que là ça fait que... Parce qu'il veut pas, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, tu sais, nous, on adore les gens avec qui on travaille, là, c'est pas parce qu'on commence avec James Hudson qu'on veut plus travailler avec Gavin Brown, tu sais, on se voit pas avec Wesley, puis Jamie va encore faire des problèmes avec nous autres, ben c'est sûr qu'on va essayer de trouver du temps, fait qu'à un moment donné, ça devient plus dur à s'organiser. C'est ça. À chaque fois qu'on a un nouveau projet, on est comme, fait que là, ça va être cette grosseur-là, ok, mais sûrement le double, parce qu'on va peut-être comme grossir avec des stretch goals plus tard. Fait que ouais, c'est ça. Là, Grim Forest est arrivé en boutique plus tôt cette année, fin de l'année passée. C'est arrivé presque en même temps. Oui, c'est ça. T'es en boutique. Dans ce coin-là, c'est ça. Moi, je sais qu'encore là, ça, j'avais manqué le Kickstarter pour celui-là, parce qu'à un moment donné, il y en a beaucoup. On essaie de fournir, mais on fournit pas. Grim Forest, encore là, le jeu a été praisé. C'est magnifique. Les miniatures, les illustrations. Il y a encore là, très un style que vous étiez propre, là. Encore là, ça a été un bon hit. Personnellement, moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais là, après Grim Forest, là, on est rendu pas mal dans ce qui n'est pas sorti encore. Ouais, pas mal. Mr. Cunnington, vous êtes encore occupé, vous travaillez sur plein de projets. Ouais. C'est quoi qui s'en vient prochainement? Ouais. Bon, ben, on a un projet qui nous tient super à cœur. Tidal Blades. Qui a d'ailleurs été un succès à Gen Con. Si j'avais suivi un peu les actualités de Gen Con, le jeu a été vraiment très populaire. Il y a eu beaucoup de photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez probablement vu, mais c'est ça. Je sais que James j'ai vu beaucoup de partages là-dessus, bien content. Mais Tidal Blades, officiellement, c'est quoi? En grande ligne, dont on parlait... Ben en fait, Tidal Blades, c'est un jeu de worker placement avec de l'accumulation de dés. Puis il y a un système de tech tree avec tes dés, donc tu peux comme... développer ton personnage puis aller chercher des dés qui vont augmenter tes odds d'avoir certains symboles parce que en gros t'es un personnage qui est dans un monde fantastique fantasy aquatique. Tu te promènes en genre de petits jet ski, mais t'as des épées puis les petites maisons flottent, c'est super cute, c'est super le fun, il y a des monstres qui sortent d'une espèce de rift temporel, tu sais, on s'est vraiment lancé à fond dans le world building, faire de quoi qu'on avait le goût de jouer qui serait coloré. Puis c'est ça, t'es un personnage dans ce monde-là, on essaie de le rendre le plus immersif possible. Tu te promènes d'île en île, tu te revois te ramasser des ressources, tu entraînes ton personnage pour aller faire des genres de challenge à la Survivor, mettons. Là. Tu vas dans des arènes, puis tu utilises tes dés pour aller chercher des points, puis le jeu se promène d'île en île. Pendant ce temps-là, il y a des monstres qui attaquent, tu te bats contre les monstres avec les mêmes dés qui te permettent d'accomplir des challenges.
Nous autres, on l'a essayé plusieurs fois, même sur Internet, on travaille... On l'avait mis sur Tabletop. Tabletop. Ouais, c'est ça. Puis on avait joué, justement, on est encore avec Tim Esner, puis cette fois-ci avec son frère Ben aussi. Fait que c'est la même équipe que Grim Forest, dans le fond. Puis c'est ça, c'est un jeu qui va être en 2 parties. La première partie étant un worker placement, puis la deuxième partie dans le même univers étant un dungeon crawler. Ouais, avec Jonathan Gilmour, je pense qu'il était attaché au projet, j'ai lu un peu là-dessus. Okay. Fait que là, finalement, au lieu de prendre un jeu puis de designer des images, ils ont pris les images puis ils ont designé un jeu. Ouais, mais dans le fond, il y avait déjà un bourgeon de game design qui était fait par Tim. Puis James nous a dit, je veux retravailler avec vous. Puis là, on a dit, on aimerait vraiment créer un univers, faire de quoi qui est complètement à nous, genre faire du world building, trouver des histoires pour tous ces personnages-là. C'est quelque chose qui nous intéresse, qu'on veut voir si on est capable de faire de quoi d'intéressant avec ça. Puis il nous a un peu donné carte blanche, puis il a dit, j'ai déjà un game design qui commence à avoir du potentiel, puis vous pouvez comme trouver une histoire, puis on pourrait essayer de merger les deux ensemble. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, on va travailler en coopération avec les frères Esner, puis on a comme fait un univers, puis les autres, ils ont ajusté leur mécanique, puis tout ensemble. On continue de se renvoyer beaucoup la balle, on trouve des nouvelles idées, ils changent de game design pour incorporer ces idées-là qui nous donnent des nouvelles idées, puis on rajoute des petits bouts d'histoire, puis ça a vraiment été belle cohésion. Mais c'est le fun de voir justement que souvent les gens vont dire c'est quoi l'interaction entre les différentes parties, parce que quand il y a un jeu, il y a toujours le publisher, le designer, l'illustrateur, puis tous ces gens-là, des fois, on a l'impression que comment ça fonctionne. Donc là, c'est un beau projet commun, là, on dirait. Là, c'est vraiment un melting pot d'idées, puis c'est le fun pour ça. Je sais que j'ai bien hâte de voir, je sais pas c'est quand que le jeu va sortir. Le 25 septembre, on serait supposé avoir le premier Kickstarter. Oh, ok. Parfait ça. C'est le fun, une campagne à suivre. D'ailleurs, on va probablement suivre un peu la campagne, mettre des liens le plus qu'on peut là-dedans. Puis, ben, à partir de là, après ça, là, vous avez le vent des voiles, Mr. Cunnington est là pour rester. Oui. Vous gagnez votre vie avec ça. C'est rendu votre gagne-pain présentement. Ça réussit à faire vivre votre famille. Ça réussit à vous faire... c'est une passion que vous avez. Ça continue de driver. Fait que, pour le futur, je pense qu'on peut s'attendre à avoir plein d'autres projets de votre part. Puis de voir encore là d'autres styles différents, d'autres genres. Comme je disais, moi, Brass m'a complètement flabbergasté. J'ai vu le design de ça, je fais OK, c'est complètement différent. Là. Mais tu sais, autant il y a plein d'artistes qui ont tellement un style reconnaissable, c'est ça qui les identifie, que d'un autre côté, nous autres, j'ai l'impression, à chaque fois qu'on fait de quoi qu'on n'a jamais fait, c'est ça qui nous, tu sais, qui garde la flamme de comme continuer à faire des illustrations parce qu'on a hâte de travailler sur un projet d'une thématique qu'on n'a jamais faite, puis d'un style qu'on n'a jamais fait. Fait que, trouver quelque chose qui est comme un mélange de ces choses-là, c'est vraiment le fun. Il y a tellement d'artistes qui nous inspirent, tellement de contenu qu'on regarde puis qu'on est inspiré que je me verrais pas comme juste concentrer ça dans un style. Fait qu'on se dit, bah, on va essayer autre chose, on va. Donc, c'est le fun en même temps, ça montre au monde que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Aussi. Fait que, ben, c'est bon. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez rajouter là-dessus? Une petite plug personnelle, si vous voulez suivre des sites web, des choses comme ça, je vais pouvoir mettre les liens. Non. Ben, on a une page Facebook, M. Cunnington. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aller suivre la page. Autre chose? Non? Moi, c'est pas mal ça. Bon, ben, on peut pas annoncer. Sinon, on a aussi. non, c'est ça, hein, pas de spoiler. On peut parler de projet X avec des pseudo-gens. Là, on peut dire, on peut teaser le monde, là, c'est le temps. Si jamais tu veux teaser du monde avec des choses qui sont pas prêtes à être publiques. L'expansion de Steampunk Rally qui s'en vient, on peut rien dire, mais elle est vraiment belle. Elle est vraiment le fun. On est hâte de pouvoir en montrer plus. Ouais, Aaron Bishop a vraiment fait un bel job, puis c'est vraiment génial. On a hâte de montrer ça. C'est fun, ça. Tu as d'autres petites affaires juicy un peu, là, des spoilers un petit peu? Non, hein, c'est pas facile. Hein. Il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Bon, ben je pense que ça fait le tour. Ben, merci beaucoup, Lina et David. Ça a été le fun. Moi, personnellement, je suis content de pouvoir m'asseoir et discuter de ça avec vous autres parce que je trouve ça très intéressant d'avoir une vision autre un peu de l'industrie. Nous, on est plus des joueurs, on est des jeux, nous autres, on fait des critiques, mais souvent, c'est le fun de voir l'histoire qui est en arrière du jeu, voir les gens. Puis ça, je trouve ça très intéressant de vous discuter. Je pense qu'on aurait pu jaser encore bien plus longtemps. Mais je pense que ça fait le tour. Fait que, ben merci beaucoup pour cette ça. Merci fait que, c'était Mr. Cunnington et Sylvain de l'École du jeu et on se dit à la prochaine.